Aragon m'a lu un jour entièrement un de ses manuscrits. Bon, quand vous venez de livrer Gargan comme ça et que vous passez 3 heures avec Aragon, c'est des choses que vous n'oubliez pas, enfin, qui vous éblouissent forcément. En 1973, un avocat zurichois qui représente donc les intérêts de Solzhenitsyn vient vous voir pour vous dire qu'il a un manuscrit à vous faire passer. Il va s'agir d'un livre qui s'appelle L'archipel du Goulag, et à l'époque vous ne saviez même pas qu'était ce mot de goulag, que personne ne connaissait. Vous pensiez que c'était une des îles? Oui, absolument, absolument, oui. Donc je regarde dans l'océan Arctique, je regarde au large du Kamtchatka, enfin bon. Et le tome 1 de l'archipel du Goulag est sorti le jour de Noël 73 à Paris. Et puis il s'est mis à rechercher un agent. On a cherché, on n'a pas trouvé, et c'est comme ça que je suis devenu agent, si vous voulez, de Solzhenitsyn. Il y a quelques risques physiques. Je ne suis jamais allé à Cuba parce que je savais, par exemple, qu'ayant publié José de Lima, Reinaldo Arenas et un certain nombre d'autres, on risquait de me foutre de la drogue dans ma valise. Il y avait ce que j'ai appelé parfois un peu rapidement les fils de famille et les mercenaires. Bon, j'étais un mercenaire. Grasset, à ce moment-là, comportait des figures pittoresques, éminentes, comme Françoise Verny, Yves Berger. Donc c'était quand même une atmosphère un peu tempétueuse. À l'époque, on buvait beaucoup et on intriguait beaucoup. On ne peut pas être à la fois éditeur et auteur. Un autre métier consiste à se mettre sans cesse dans l'écriture des autres, à s'y adapter, et c'est totalement antinomique de l'espèce d'égocentrisme qui est vraiment la qualité défaut de l'écrivain, qui ne doit penser qu'à ce qu'il fait, et s'il n'estime pas que ce qu'il fait est ce qui est le plus important au monde, dans l'instant, ça n'est pas un écrivain. Le Monde a toujours été mon journal de chevet, si je puis dire. J'étais de plus en plus agacé par une façon de vouloir transformer le 4e pouvoir, la presse, en premier des pouvoirs. Un jour, Pierre Péan m'a informé de l'existence de son projet, et j'ai dit je le fais. Il était bien connu que le pouvoir, les renseignements généraux, fouinent assez souvent chez les imprimeurs pour savoir ce que vous allez publier. Mais il arrive aussi que les journaux ont leurs indicateurs. Je me suis dit, bon, pour éviter toutes les fuites, on va imprimer en Espagne, et puis on fera un emballage opaque des livres, et puis on les fera venir en France comme ça. Moi, je savais que Houellebecq se vendait chez Flammarion entre 200 et 300 000 exemplaires. Vous faites le calcul, un auteur gagne, mettons, 15%, ça vous fait 3 € par livre, 300 000 par 3, ça fait 900 000 €. Vous avez en plus 41 langues de traduction. Donc il n'y a aucun risque, aucun risque. Je ne supporte pas ce que j'appelle, moi, le club des échangistes. On troque les voix d'une maison à l'autre, tu me donnes ta voix au Médicis, je te donnerai ma voix au Renaudot, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Dans notre métier, d'une certaine manière, l'aspect purement littéraire, recherche, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Ouais, c'est ça. L'actionnaire est attentif au gâteau. La cerise, c'est le supplément d'âme. Moi, c'est plutôt ce qui m'intéresserait. C'est ça. Et si, au fur et à mesure que le temps a passé, et notamment dans les dernières années, j'ai estimé que j'avais bien mérité de l'édition et que j'avais le droit de mettre non pas une cerise, mais 2 ou 3 cerises sur le gâteau.